fois, la session intermédiaire, soit moi que Miguel, on n'était pas là parce que c'était fait par Claude et Bénédicte. Donc, heureusement pour eux, ils sont partis en congé. Donc, il serait Miguel et moi qui on va discuter avec vous pendant cette dernière session, la session finale. Et on va aborder les derniers deux modules, les 4 et 5. Si on va discuter un peu, j'espère qu'on aura le temps, les caisses d'études. Je vous partager un moment là, je vais partager mon écran. Au moment que je partage mon écran, je vois toute modalité de tout l'écran. Je ne veux pas cette chat, cette réunion. Donc, je me demande si quelqu'un il a quelque chose pour Michael pour nous dire. Voilà, donc, juste pour faire un petit récapitulatif des derniers 3 modules, en manière très générique. Le module 1, si vous vous rappelez, on a parlé, vous avez étudié l'évaluation, identifier les besoins et les contextes. Dans le module 2, on a discuté par rapport à la faisabilité. Ça veut dire adapter la réponse technique, les projets à la réalité, à ce qu'on a sur le terrain, soit sur les ressorts, soit les contextes, les niveaux sécu, etc. Et le module 3, c'est la conception. Ça veut dire définir les solutions et quantifier les ressources, définir aussi les ressources techniques, les ressources humaines, et le type de matériel qu'on a, selon les contextes, selon les marchés, et les matériaux de construction qu'on trouve sur place. Et voilà. Donc, jusqu'ici, c'est toujours la planification de notre projet d'abri, de notre projet de construction. Maintenant, on passe finalement à l'exécution, à les projets de construction. C'est toujours dans les projets qui ont suivi de construction, c'est toujours cette mal vu tous les temps que nous on prend pour faire de la planification. Chaque fois qu'on est en train d'envoyer construction manager ou alors spécialisé en construction, la mission, il nous demande, OK, pourquoi est-ce que vous voulez envoyer les constructeurs assez tôt? Si on ne va pas commencer encore et nous essayons de passer les mêmes messages que moi je suis en train de vous passer, c'est pour faire tous les côtés de planification. OK? Aussi, c'est pas très bien vu au moment qu'on a un construction manager qui c'est sur les bureaux à faire tous les calculs, tous les BOQ, toute la planification, toutes les discussions avec l'équipe non-plug, l'équipe médicale, etc., pour discuter, voir toute cette première phase et pas de planification. Euh, il a la conception que les constructeurs ils doivent être toujours sur les chantiers.
Mais comme j'espère que, comme Ben a expliqué, c'est toujours presque les 50% du projet comme valeur à ajouter. Et c'est toujours la planification. Donc, ne pas sauter cette première phase parce qu'ils sont assez relevants pour tous les résultats du projet de construction. Donc, dans le module 4, on va passer de la planification à la construction et après à la remise du projet. Aujourd'hui, on va voir les modules 4 et 5, plus, comme j'avais dit, les case studies. Aujourd'hui, on va parler du chronogramme, cet outil et pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil, les contrats, les formats qu'on a, les suivis du chantier et après la remise du projet de construction. Mais c'est ça que je viens de dire, c'est chaque phase s'est appuyée sur la précédente, ce n'est pas sauter chaque phase. C'est assez important pour consolider la prochaine phase. Et finalement, à la fin de cette module, j'espère qu'on va avoir le temps pour mettre en pratique ou parler un peu des leçons à travers les études de cas du Sohanko. Donc, module 4, ils sont les ressources humaines et les contrats. Normalement, on va allouer les ressources humaines, les matériels et les finances selon les dimensions de notre projet. C'est toujours une estimation qu'on doit mettre. Et on va élaborer un chronogramme pour synchroniser, pour mettre dans une carte, dans un papier, toutes les activités que ça va pour rejoindre les objectifs des projets de construction, formaliser les accords à travers d'un papier qu'on appelle un contrat de construction et pour mettre bien clair la responsabilité de chacun de les personnes qui interviennent dans les projets. Donc, planification plus clarté, ça nous donne le contrôle du projet et aussi il fait clair c'est qui est responsable pour chacun partie aux côtés du projet. Les chronogrammes, ouais, donc c'est les chronogrammes, c'est même si c'est un outil dans les projets, parfois on a la tendance de le laisser à côté, mais pour faire un contrôle et un suivi de chaque phase de les projets de construction, c'est un outil beaucoup plus important de ça que nous, on pense. Donc, c'est la colonne vertébrale du projet parce qu'il va définir toutes les séquences et toute la dépendance des activités ou des tâches qu'on a prévues en façon logique pour rejoindre les objectifs du projet de construction. Bien, c'est au début au moment qu'on fait l'allocation de les ressources, toujours ça va être à une estimation, mais avec chaque fois qu'on met et on ajoute des détails sur ce chronogramme, ce chronogramme, ça va être un peu plus réaliste.
Donc, dans cette chronogramme, ça va tenir compte du délai, les jours qui sont fériés, les jours que c'est des fêtes nationales, ou les jours qui, à niveau local, il a des activités ou les contextes de sécurité où est-ce qu'on peut pas travailler. Donc, toute cette journée, ça doit être réfléchi aussi dans les chronogrammes. Chaque fois qu'on discute avec les collègues, le staff local, on va voir toujours un calendrier, un chronogramme un peu plus réaliste et aussi un flux de travail notablement plus clair. Les, les mises à jour régulièrement, ils sont une recommandation que on vous donne. Et comme j'avais dit, aussi, le chronogramme, c'est aussi un outil pour communiquer avec les clients, avec les personnes qui travaillent dans les chronogrammes. Et c'est une façon d'expliquer c'est ce qu'on a de retard ou quand les médicaux ils nous demandent un projet particulier spécifique et nous, on peut répondre en manière graphique pourquoi est-ce que nous, on va prendre assez de temps, un mois et demi, 2 semaines, et on explique chaque pas et on le dit, OK, toute cette activité, ça va prendre lieu dans ce projet et chaque activité ça dépend de notre activité pour continuer. On ne peut pas faire tout ça tout de suite. De cette façon, quand on montre ce document, quand on montre cet outil, c'est plus clair pour les clients, pour les personnes qui font la demande. Mais et aussi, on justifie notre travail, on justifie notre planification, mais aussi on donne une date qui c'est beaucoup plus réaliste. OK, parce que parfois c'est plus facile de dire, OK, oui, on va finir dans une semaine. Et à la fin, il y a beaucoup de tension entre les deux équipes. Donc, je vous recommande d'utiliser ce document et le voir aussi comme une partie du contrat de construction. Maintenant, je ne vois pas là de questions, mais je vous demande à vous, dans votre expérience, selon vous, les principales difficultés pour établir un chronogramme réaliste. Donc, je vous demande si dans votre expérience, vous avez eu quelques problèmes une fois que vous avez fait le chronogramme avec retard et délai et qu'est-ce que vous avez pris de cet exercice de planification? Est-ce qu'il a, est-ce que c'était clair ma question? Les principales difficultés pour établir un chronogramme réaliste. Et comment est-ce que vous avez fait pour tenir en compte cet imprévu? Voilà, Mamadou. Bonjour. Bonjour, Mamadou. Désolé, hein, comme je suis venu en retard, il n'y avait pas du courant Oui, chez moi. oui. C'est maintenant que l'électricité est Moi, revenue. mais tous les premiers ont participé, donc c'est bon. D'accord, merci. Merci. Sinon,
Ici, pour ma mission, l'habitude que j'ai d'avoir des difficultés, pour avoir des difficultés pour faire un chronogramme réaliste, c'est quoi? Généralement, les tâches ne sont pas exhaustives. Vous allez voir que les tâches initiales qu'on va prendre pour le projet, surtout s'il s'agit d'une activité qui sera réalisée par un prestataire externe, vous allez voir que les tâches initiales ne sont pas exhaustives. C'est au fur et à mesure qu'on avance, on va voir, ah, ici on a telle difficulté, il faut qu'on modifie ça, il faut qu'on modifie cela. Et c'est ça qui fait en sorte que donc, le chronogramme, on le prend et on le met à l'écart, on met juste les réalités devant nous, et puis on essaie de faire des mises à jour régulières. Et puis surtout si dans l'équipe, on n'a pas quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en génie civil. Parce que généralement, les tâches qui font retarder le programme sont des tâches qui sont du domaine du génie civil, généralement. Ok. Mais si c'est des tâches des autres spécialités, ça c'est facilement gérable. C'est un peu ça, quoi. Ok, merci beaucoup. Et, Bien, bien noté. Dis-moi. et après ça aussi, on a surtout au niveau des modifications du plan, si on n'a pas quelqu'un qui est de la construction des MSF, donc pour modifier les plans, il faut envoyer au niveau des référents qui sont les référents construction. Par exemple, pour nous, OCP, il est à Bordeaux, ou bien il est à Bordeaux. Donc, vous voyez, donc il faut que les plans soient mis à jour, tout ça là, pour qu'on puisse avancer. Donc, c'est un peu compliqué. Contrairement que si nous-mêmes ici sur place, on peut modifier les plans et avancer. Par exemple, quand je prends, à mon arrivée à MSF, il y avait le projet Madagonfa qui était là. Bien qu'on a les référents construction qui est là, mais il y a des modifications pour que lui-même, pour faire, il faut que ça soit validé par la référente construction qui est à Bordeaux. Ça aussi, ça fait partie des facteurs qui nous fait retarder vraiment le chronogramme est à part et notre réalité est à part. Mais on essaie de faire la synchronisation des deux, quoi. Ok, ok. Oui, oui, c'est bien compris. La première partie que tu as mentionnée, c'est très, très bonne observation. Comment est-ce qu'on peut faire un chronogramme si on n'est pas spécialiste dans les... on n'est pas architecte, on n'est pas ingénieur civil. On n'a jamais fait, je ne sais pas, concrete slab de l'armature et de béton armé. Combien de jours ça va nous prendre pour faire avec cette dimension? Si vous ne pouvez pas vous renseigner avec collègues, avec la coordination, peut-être qu'il a d'expérience, il a toujours des manuels et documents qu'il te donnent les temps approximatifs pour certains travaux. Il a un petit manuel sur construction, ça s'appelle Small Construction Manual ou manuel de petites structures. Et il a quelques informations dedans. Si vous n'arrivez pas aussi à consulter ce document, vous pouvez donner une approximation. Mais cette approximation, ça doit être discutée une fois on aura un entrepreneur, un contratiste. Donc, avec l'entrepreneur, vous pouvez discuter si cette période de temps, c'est réaliste. Et en fait, après cette discussion, c'est la plus importante parce que avec cette discussion, le contratiste, l'entrepreneur, il va se compromis, il va s'engager pour respecter ce chronogramme. Une fois que c'était validé, c'était discuté, normalement, le chronogramme, on le met il fait partie du contrat de construction. Donc, c'est pour ça que les chronogrammes que vous avez approximés au début, ça doit toujours valider par les contratistes même. C'est vrai que on
on peut pas. Après de donner mes autres conclusions, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui a d'expérience sur la difficulté pour faire un chronogramme réaliste. Et qu'est-ce que vous pensez qui sont les facteurs qui peuvent affecter cet chronogramme, établir un chronogramme réaliste? Oui, on a les LTL de Gorom. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Donc, moi, j'ai vraiment des difficultés par rapport à la construction. Donc, ce que j'ai fait comme expérience, si je n'ai pas quelqu'un à côté, c'est juste prendre un fichier Excel, voir ce qui étaient les caractéristiques techniques qui est dans le contrat, et j'essaie d'énumérer bloc par bloc, c'est-à-dire pour que je puisse suivre les travaux de la construction, c'est-à-dire depuis le contrat, même avant les besoins et tout ça jusqu'à le contrat. Maintenant, si on commence les travaux, c'est de voir avec les caractéristiques techniques et voir avec l'entrepreneur à chaque fois qu'il fait quelque chose dans la journée, que je note, et puis je pars mettre dans le fichier Excel. Mais quand même, dire de la construction vraiment que c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi, comme je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la construction. Voilà ce que je voulais apporter. Ok, merci beaucoup. On va discuter maintenant de ça et on donne la parole à l'électricien spécialiste du Bangui. Ok, bonjour à tous. Pour moi, la difficulté que j'ai eue sur les derniers chronogrammes établis par rapport à un chantier, c'est plus au niveau d'approvisionnement au matériel. Parce que généralement, quand on fait un contrat pour une activité avec un prestataire externe, bien sûr, qui doit peut-être réaliser un travail dans un des sites du projet à l'intérieur du pays. Généralement, la plupart des matériaux de construction sont achetés depuis la capitale et pour l'acheminer sur place sur le site de construction, quelque part dans l'intérieur du pays, ça pose problème et ça impacte beaucoup le respect du chronogramme. Mais quand tu dis approvisionnement de matériaux de construction, tu parles de quand sont faits par MSF même ou par les entrepreneurs? Oui, c'est une construction MSF, mais qui est faite par un prestataire externe. Mais c'est quand l'approvisionnement c'est fait par qui? Par les prestataires Bien ou sûr, par par le MSF? prestataire. Non, par Ok, le prestataire. ok. Voilà, donc oui, c'était tous les deux interventions, c'était vous avez tout à fait raison. Euh, comme j'avais dit, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut faire l'approximation de les dates pour chaque activité. Et comme j'ai dit, vous pouvez se renseigner avec une autre personne qui a un peu plus d'expérience, sinon avec les documents, mais surtout discuter avec les prestataires. OK? Il va vous donner, c'est pas une garantie, mais il va vous donner, selon son expérience, un peu plus de dates réalistes. Mais et c'est lié à la deuxième intervention, c'est toujours le contexte, il va affecter toutes les activités. Et, et le contexte, c'est très important. C'est pas seulement pour l'approvisionnement de terrain, pour les marchés, parfois aussi les contextes de sécurité. Et quand on signe les contrats,
parfois qu'il n'avait pas de problèmes de sécurité dans la route, et après, ce problème de sécurité arrive, et on doit faire une deuxième route d'approvisionnement, que ça prend 2 jours, 2 jours en plus pour arriver avec les matériels de construction. C'est sûr qu'on va, que le chronogramme, ça va être affecté. Mais la recommandation dans cette ligne, c'est toujours de mettre à jour régulièrement, une fois qu'on détecte que ces problèmes, que ce délai, ça va venir régulièrement. OK? Même si on va le mettre dans les contrats, on peut toujours faire un avenant du contrat, OK, pour corriger la durée totale du projet de construction. Ce n'est pas le cas optimal, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, je voudrais vous partager une expérience en Sud-Soudan où les contextes très important par rapport à la durée du projet de construction. Donc, on a un problème d'approvisionnement du matériel de construction, et les temps pendant l'année où est-ce que c'est possible de faire l'approvisionnement de matériel de construction, c'est très court. OK? Et normalement, ça passe au milieu entre la saison de pluie et la saison sèche, parce que tout l'approvisionnement de matériel, ça vient par approvisionnement fluvial. Depuis la capitale, ça part des grands bateaux avec les constructions de matériel. Et donc, mais on ne peut pas encore construire. Après, la durée aussi du projet de construction, c'est aussi très serré, très courte, parce qu'on peut construire seulement pendant la saison sèche, que c'est assez courte. Donc, parfois, on doit faire tous les cycles de saison pluie, saison sèche, OK? Donc, faire l'approvisionnement. Donc, tout ça, ça doit être très bien planifié. Donc, ça veut dire qu'on fait la planification, les dessins, assessment, faisabilité, etc. La quantité de matériel et l'approvisionnement pendant cette petite courte période. On attend toute la saison de pluie, et tout le matériel sera prêt quand on finit finir les contrats, la signature de tous les côtés administratifs. Et quand la saison du stage ça va commencer, on peut commencer à à construire. Donc, parfois, on doit attendre par un petit projet, mais petit ou moyen projet, on doit attendre toute l'année pour faire ce projet de construction. En Sud-Soudan, c'est impossible de construire pendant la saison de pluie pour les caractéristiques du sol. Et voilà, donc ça, c'est tout compliqué. En plus, on a ce problème de planification de budget. Donc, on ne peut pas mettre la planification, ça doit passer aussi l'année dernière pour toute cette cycle de saison de pluie, saison saison sèche, ça doit passer bien à l'avance. Et donc, tout ça, c'est un grand exercice de planification.
Et c'est impossible de faire quelque chose moyen, grand, dans la urgence. Donc, c'est pour ça que nous, on vous conseille d'utiliser ça au plus toutes les fois que vous pouvez. Normalement, ça vous le trouvez dans les documents qui sont dans les modules. Et normalement, les activités. Normalement, les activités, on peut avoir 12 activités, on peut être de trois façons différentes, on peut passer de trois façons différentes, soit qu'une activité, ça doit être fini pour commencer la deuxième activité, ça c'est une façon. Bien qu'on a 12 activités que ça peut être en parallèle, ok? Et ça veut dire qu'on sauve le temps, ok? On peut optimiser le temps. Et l'autre activité, c'est l'autre façon de relation entre deux activités, c'est quand une activité précédente, elle peut faire le début et à moitié activité, ou quand il sera parti, on peut commencer avec une autre activité. Donc, c'est bien de savoir ça et c'est bien d'essayer de le mettre sur papier parce que comme ça, vous pouvez voir dans cet exercice si vous pouvez optimiser votre ressources. Et bien sûr, chaque activité, ça veut dire deux personnes qui sont en train de faire chaque activité. Donc, c'est pas qu'on peut pas faire toutes les activités en parallèle, pas seulement parce que c'est impossible d'attendre l'activité précédente, mais surtout parce que ça veut dire, si on fait beaucoup d'activités en parallèle, ça veut dire que nous, on doit avoir beaucoup plus de ressources. Donc, c'est deux choses que vous devez avoir en compte chaque fois que vous essayez de faire cette petite chronogramme ou cette petite exercice. Comme votre collègue il vient de dire, c'est très facile, c'est une Excel. Vous pouvez ici les temps, ici de ce côté toutes les tâches, toutes les activités. Et vous pouvez vous pouvez mettre tous les détails que vous voulez. Donc, en fait, chaque activité peut être divisée en sub-activités. OK, ça c'est selon vous. Si vous voulez être plus spécifique dans ça. Et voilà, donc ça c'est la façon en comment on peut créer cet outil. Donc maintenant la question que j'ai voulu vous faire, c'est selon vous, c'est qui doit être impliqué dans la mise à jour du chronogramme? OK? Donc, quand vous mettez dans votre bureau et vous êtes en train de définir les temps qui sont nécessaires, c'est qui doit être doit être impliqué dans cette discussion? Et quelques réactions? Oui. Bon, pour moi, pour la mise à jour du chronogramme, je pense que si on est au projet et qu'il y a le log terrain, bien sûr, qui suit les travaux de construction. OK. Mais si c'est le log terrain même qu'il commence le chronogramme, c'est ça? Ou Oui, qui compte?
Je parle de, bon, je parle de la personne qui est en charge de la construction. Ok. Oui, la personne qui est en charge de la construction. Donc, c'est cette personne-là qui suit le chronogramme. Parallèlement avec la personne qui exécute, si c'est une entreprise externe à MSF. Donc, la mise à jour du chronogramme doit se faire ensemble avec le prestataire qui exécute les travaux. Ok. Qui d'autre vous croyez, Mahamadou? Bon, moi, je pense que la mise à jour de chronogramme, ça concerne tout le monde. C'est conceptuel. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, le contexte change. Donc, chaque partie prenante doit apporter aussi des modifications. Par exemple, si je prends par exemple celui qui est chargé d'assurer l'approvisionnement de matériel, ça peut ne pas être le prestataire. Peut-être le prestataire, lui, il va exécuter. Maintenant, c'est quelqu'un, peut-être c'est MSFM qui va acheter auprès d'un autre fournisseur. Donc, si lui, il a d'autres difficultés, il va approcher le gérant du projet et puis voilà, on fait la mise à jour. Moi, je pense que ça concerne tout le monde. C'est en fonction, c'est lié aux tâches, au fait. Mhm. Bien noté, bien copié. Quelqu'un d'autre, LTL du Gorom? Oui, moi, bon, juste pour résumer, je vais résumer par département, c'est-à-dire c'est le cas MSF, il y a le département logistique et le département demandeur, ce qui est en général le département médical, et l'entreprise qui a gagné le marché. Donc, ces trois entités-là doivent toujours savoir l'évolution du travail. Ok, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. L'équipe médicale, c'est pour raison informative. Donc, on le donne, on le dit, désolé, on ne peut pas finir comme on voudrait le faire, mais on a ce problème et voilà les conséquences. OK. Avec les logs, bien sûr, parce que c'est l'équipe qui c'est les premiers à être impliqués, et, mais aussi les prestateurs. C'est les prestateurs, la personne qui fait l'approvisionnement de matériel. Donc, c'est la première personne avec laquelle on va discuter. Mais si c'est une autre personne, un autre entrepreneur ou prestataire qui fait l'approvisionnement du terrain, du matériel, donc on doit de toute façon parler avec les prestateurs pour leur dire on ne peut pas arriver avec les matériels autant, c'est en train de prendre beaucoup de temps. Et voilà, donc on va voir des conséquences. Donc à ce moment-là, on se met tout ensemble, on parle et on ajoute à la nouvelle réalité. OK? Je viens, euh, je me rappelle très bien un cas là, comme ça, et c'était même en Bangui. Donc dans la capitale, on était en train de faire un très grand entrepôt. Et l'entrepreneur, le prestataire, nous avait dit il achetait les matériels, c'était les sols pour faire du remplissement. C'est un type de terre particulière que c'était super loin du Bangui. Il achetait la terre là et il l'amenait de retour à Bangui. Donc, on a vu des problèmes de sécurité. Donc, ce n'était pas possible, je dirais. Il est sorti justement du petit camion de temps en temps. Donc, tout l'approvisionnement de ce type de matériel fait beaucoup de retard, beaucoup de retard. Seulement un seul type de matériel pour toute la construction. On est arrivé au début, on a commencé à le dire parce que les contrats, c'était
pardon, les chronogrammes, c'était dans les contrats. Et donc, il a commencé à accumuler un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de retard. À un moment donné, on avait parlé avec lui et on l'avait dit, est-ce on doit te donner du pénalité parce que c'est écrit dans les contrats. Il a commencé, oui, 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 oui. On est arrivé à un moment donné quand les pénalités, c'était déjà trop, que pour lui, c'était meilleur d'abandonner les projets de construction. OK? Donc, parce que comment tu dis ganancias? Euh, euh, Les les, bénéfices, les bénéfices, exactement, les bénéfices, ils ont commencé à être presque les mêmes que les pénalités qu'il doit avoir. Donc, il a dit, bah, à ce moment, non, je laisse tomber le projet et c'est à vous à finaliser. Donc, on a rediscuté, on a renégocié on a fait à corriger on a écrit un annexe du contrat pour, pour fixer une chronogramme plus réaliste, d'accord, à ce contexte particulier. Donc, juste pour vous donner un exemple de tout ça qui s'arrive sur les projets de construction. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui vous partager son expérience dans ce cas-là? Oui? Oui, au fait, c'est aussi une expérience que nous avons acquis concernant la réalisation du champ solaire à Batangafo, Oui. où le prestataire il faisait l'approvisionnement de son matériel depuis la Chine. Oui. Et ça prenait beaucoup de temps pour arriver à Bangui. Donc, du coup, ça a bouleversé le chronogramme pour un chantier qui devait être livré au plus tard après 6 mois. Nous sommes allés jusqu'à 1 année. Wow. On est arrivé jusqu'à le notifier sur l'application des pénalités. Et ça a beaucoup impacté sur leur comptabilité. À un moment donné, ils ont voulu même arrêter et on a renégocié avec eux. Et il a fallu que la coordination générale puisse être impliquée pour que nous, de notre côté, bien qu'il a accusé beaucoup de retard, qu'on puisse annuler les pénalités qui devaient lui être attribuées. Et c'est comme ça qu'il a pu terminer le chantier par la fin. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est presque le même exemple de mon expérience. OK, merci. Donc, on continue. Maintenant, on passe à les contrats. Les contrats et les objectifs de les contrats et doit être établi très clairement pour MSF et pour tous les autres, pour tous les partis, toutes les personnes qui signent les contrats. Normalement, au niveau du terrain, ça peut être le FILCO, qui c'est c'est de quelque façon, c'est aussi un manager ou un petit chef de mission. Mais c'est plus les représentants politiques, non, ou des stratégies à niveau du projet. Mais c'est aussi, il fait part du contrat. Et il a aussi, nous, comme représentants techniques, c'est nous à signer. Et aussi, on a bien sûr les prestataires. Donc, toute l'information qu'on trouve dedans, ça doit être très bien compris, expliqué. Et normalement, les contrats comme première ligne sont des contrats standards MSF
et qui ont été révisés et validés par une équipe légale du MSF. Donc, la première personne qu'il va protéger, ça va être l'organisation. Mais aussi, il protège les fournisseurs grâce à la clarité. Donc, c'est pour ça qu'elle doit être très compréhensible. Normalement, les objectifs de les contrats, c'est d'arriver à faire de la meilleure façon de certaines tâches. OK? Donc, au moment qu'on définit cette tâche dans les contrats, on doit utiliser ce qu'on appelle les critères SMART. Ça veut dire qu'il doit être spécifique et on pouvait la mesurer. Ça veut dire dans les contrats, dans les spécifications techniques, soit les designs, soit la Bill of Quantities. Normalement, tous ces documents, ils sont mesurables. On peut dire, avant de te payer, on devait être physiquement, on pouvait prendre des mesures pour dire, OK, c'est ça qu'on a, c'est ça la quantité qu'on a dit dans les documents, dans les contrats. Donc, c'est ça exactement la même quantité que tu viens de construire sur les chantiers. Atteignable et réaliste, ça veut dire que voilà, on doit, on ne peut pas demander des choses que ça va être possible selon les conditions et les contextes qu'on a sur notre terrain. Et aussi, ça doit être défini dans l'espace du temps. OK? Toutes ces critères, ça doit être très clair, OK? Et ça doit faire partie du contrat. J'ai ici un exemple d'un contrat parce que les contrats que vous trouvez dans votre module, c'est un contrat beaucoup plus grand. Si je ne me rappelle pas. Si je me rappelle bien. OK, oui, c'est ça. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est 1, 2 et 3 pages. OK? Donc, ça, c'est, comme je viens de dire, il a pas de département, mais c'est une unité qui fournit du avis légal. Et cette unité s'est basée sur Paris, sur MSF Paris. Il travaille, il donne soutien sur toutes les sections du MSF. Et dans cette petite équipe, il y a des spécialistes dans les contrats de service. Les contrats de construction, c'est un contrat de service. Donc, ils sont donnés ils sont édités ou rédactés cette petite contrat que vous êtes en train de voir, qui s'appelle contrat de travaux allégés. On avait une contrat standard, que je crois que c'est le contrat que vous avez dans votre module, mais on trouve que ce contrat, c'est beaucoup trop grand, trop lourd, pas très difficile à lire, mais que dans les contextes, dans les endroits qu'on se trouve, surtout pour de petites structures, de petites constructeurs d'urgence ou structures temporaires, nous croyons que ces contrats standards ne sont pas adaptés. Donc, c'est pour ça que cette unité, il a rédacté et validé cette contrat que vous êtes en train de voir.
Et voilà, et c'est donc vous trouvez presque tout que ça, qui sera nécessaire. Même dans certains contextes, cette contrat pouvait être déjà assez trop grande. Mais voilà, un minimum, je crois qu'on doit avoir un minimum de documents pour établir, pour être clair avec les prestataires, qu'est-ce qu'est-ce que c'est établi dans le début. Dans ce format, vous pouvez, ouais, il a des annexes qui sont vides en fait, mais c'est déjà que on avait dit avant, c'est nécessaire de mettre ici aussi les devis quantitatifs ou les BOQ, les cahiers de clause technique particulière, donc la spécification technique, comment est-ce qu'on va construire, avec quel matériel, quel type de technologie ou de technique constructive on va utiliser, dans le dessin, ok, tous les plans, et ici les chronogrammes, ok. Donc, ici, comme annexe 5, on a un formulaire de réception provisoire, un formulaire de réception définitive et finalement la charte du MSF pour expliquer c'est qui MSF. C'est juste qu'on donne cette explication à les entrepreneurs, ok, pour dire qu'on ne veut pas de faire de l'argent ou des business avec les projets de construction. Ça doit être très clair au début. Et voilà, donc, comme ça, c'est clair pour les prestataires qu'est-ce qu'elle est en train de saigner. Donc, maintenant, aussi, je vous demande, dans votre expérience, quelles sont les erreurs qui reviennent aux erreurs ou des expériences que vous avez vues au moment de faire souvent oui, les erreurs qui reviennent souvent dans les contrats de construction. OK? Et ce matin, on avait fait une session en anglais et ils sont venus votre collègue, ils ont donné pas mal d'exemples spécifiques sur ce problème au moment qu'on signe les contrats. Quelqu'un qui a quelques expériences par rapport à Voilà, Alain, vas-y. Non, je voulais que tu reprennes au moins la question parce que je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. OK. Donc, c'est dans votre expérience, quelles erreurs revient suivant dans les contrats de construction? Mamadou. Bon, moi, d'après moi, c'est pas une erreur. Je trouve que c'est même une insuffisance de la part du template qu'on a du contrat. Parce que la plupart des cas, comme vous avez évoqué, le cas de pénalité, souvent Oui. on peut se permettre de s'engager dans des pénalités, alors qu'avant le début du contrat, on n'a pas demandé au prestataire de nous faire une garantie bancaire ou bien une ligne de crédit, alors que quand vous prenez à l'externe, hors de MSF, c'est ce qui se faisait. En fonction de la taille du marché, il faut que tu cautionnes une garantie. Mais nous, dans nos templates de MSF, on ne demande pas ça. Vous allez voir, on va faire l'appel d'offres, tout ça là, mais on va faire des documents, il n'y a pas de ligne de crédit, il n'y a pas de caution bancaire, on prend le prestataire. Maintenant, dès qu'une situation de pénalité vient s'imposer, vous allez voir que lui, il va voir dès que les pénalités vont atteindre son bénéfice, il va dire, voilà, donc soit vous venez, on négocie, ou bien vous partez avec votre marché, parce qu'il n'a aucune caution qu'il avait mise. Oui. Ouais. Oui, non, tout Ça, à fait, c'est tout à raison, et c'est très bien, c'est très bon, pas erreur, comme tu dis, mais insuffisance du côté de notre contrat. Exactement.
Et parce que les 10% de garantie qu'on prend là, c'est trop insuffisant souvent quand vous prenez, par exemple, pour des contrats de prestation, pour des contrats de construction des champs solaires, par exemple. On va voir dedans, on va dire qu'une maintenance doit être faite pendant 6 mois ou pendant 1 an. Et maintenant, après ça, la caution de garantie sera payée. Mais lui, le prestataire doit voir que souvent, bon, ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez garder votre garantie si vous voulez. Moi, je ne peux pas dépêcher quelqu'un de la capitale au projet juste pour un petit montant de gain du tout. Donc, vraiment, je pense qu'on doit revoir, en tout cas, le contenu même, quoi, des templates des contrats. Oui, oui, tout C'était à ça fait, que tout j'ai à fait. ajouté. OK. J'ai pas vu, oui, je crois qu'il a cette sorte de garantie, mais je voulais vérifier encore les contrats que c'était dans votre exemple, dans les modules. OK? Ben, je tente une autre personne qui vous partager son expérience et après on fait un commentaire par rapport à ça. Alan, bouche à bout, quelques expériences partagées. Quelqu'un d'autre qui n'a pas participé encore? Abdelrahim Abbas. Merci Paul pour la présentation. Je suis vraiment en train de suivre régulièrement avec vous et tout à fait très, très, très bon partage d'expérience. C'est bon. Mais toi, dans ton cas, est-ce que tu n'as pas d'expérience sur le contrat de construction, Abbas? Oui, j'ai vécu des expériences, mais compte tenu, si vous pouvez, si je peux le partager aussi, il n'y a pas de souci. Oui, oui, vas-y. Bon, lors d'une émission à l'Ottawa au Soudan, c'était une construction, réhabilitation de l'hôpital après la guerre. Et c'était une fois, on a rédigé le contrat et puis brusquement, je suis tombé un peu malade et on m'a envoyé au Tchad. Donc, pendant les quelques jours que je suis à l'hôpital, il y a il y a les députés locaux qui étaient venus. Il a renvoyé quelqu'un avec qui on lui a donné le contrat et on lui a versé une bonne partie de la somme. Et puis, il nous a mis en difficulté. Donc, ça, c'est aussi c'est des cas qui viennent comme ça, c'est indépendant de notre volonté, mais quand ça vient, ça perturbe vraiment l'avancement des projets. Donc, quand moi j'ai quitté, le projet vient de commencer comme ça, brusquement, j'ai eu les mots dedans. On m'a envoyé, donc, quand je suis parti, on a renvoyé les gars avec qui on a déjà un contrat et il a consommé. On lui a viré même presque 50 ou 60% de l'autre de la somme. Donc, c'est ce que je peux partager avec vous. Donc, si j'ai bien compris, c'était une question du mouvement du personnel qui fait un peu plus problématique le suivi du contrat, n'est-ce pas? Exactement, exactement. OK. Donc, on a, merci Abbas. On a LTL de Gorom. Normalement, Oui, c'est moi, juste pour vous, c'est pour compléter.
Je pense que si on doit insérer quand même les contrats, si on commence un contrat, par exemple, de construction, c'est un contrat qui, normalement, ça finit pas. Il y a il y a des contrats qui finissent pas moins de 3 mois, 6 mois. Il faut que la personne qui est en train de suivre, celui qui a mis le contrat, c'est-à-dire doit financer. Ok, ok. Donc, S'il n'y aura pas si c'est moins de beaucoup 3 de mois, pertes c'est la pour première. les projets. Ça Oui, doit la être la seule même personne qui va personne. suivre. Ok, ok. Parfait. Bien copié. Oui, c'est la même personne. Ok, merci. Bon, moi, ce que je voulais peut-être dire, je ne sais pas si ça concorde avec, mais c'est par rapport au manque de lecture des contrats par certains prestataires. Parce Oui. que tu as beau venir sur un projet, quelqu'un te dit, moi, je suis ancien, je connais très bien MSF, et j'ai travaillé presque 5 ans avec MSF, et tu commences un projet, le lendemain, tu vas pour le début de travail, il est là avec des enfants de moins de 18 ans. Oui. Et si tu dis, mais tu n'as pas lu le contrat ou notre charte, parce que nous, on n'utilise pas les enfants, il te dit, non, ce sont mes fils, ils sont en train d'apprendre. Donc, c'est des choses qui reviennent. En général, sur certains terrains aussi, tu n'as pas le moyen de contrôler est-ce que vraiment ça, c'est des mineurs ou c'est pas des mineurs, parce qu'ils amènent des papiers d'acte de naissance, pas des pièces d'identité, pour dire que c'est la personne, il est âgé, alors que physiquement, si tu regardes la personne, c'est quelqu'un de mineur. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent sur le terrain. Ok, ok. Mais tu crois que le prestataire, il a vu ça, mais il ne fait pas aucun problème, ou bien il n'a même pas lu cette petite partie du contrat, ou bien il a lu et Bon, tu vois de toute façon. on peut dire les deux. Hein. On peut dire les deux. Il y a ceux qui ne lisent pas, mais il y a ceux qui font un peu le malin pour essayer de contourner les règles. Mais en général aussi, je pense que les gens ne lisent pas. Ils ne voient que l'argent, le contrat est là, ils signent tac, tac, tac pour avoir de l'argent. Yeah, exactement. Bien noté, Voilà. bien noté. Ok, donc après on a MSF Gom Assistant Colloque. Salut tout le monde. Moi, j'avais des petits soucis avec la connexion, mais bon, je vais essayer de parler ici chez nous, des contextes en RDC. En fait, nous avons, on est passé on n'a plus avec les accords interministériels avec l'État, on a une exonération sur la TVA. Du coup, sur nos contrats avant, on n'était pas exonéré avec la TVA. Donc, dans nos contrats, par exemple, actuellement, pour bénéficier un peu de cette exonération, on doit mettre cette clause-là qui montre que tout ce qui est TVA, on ne va pas payer. Du coup, si c'est des grands chantiers, et on est appelé soit à acheter des matériaux nous-mêmes pour bénéficier de cette exonération-là sur la taxe des valeurs ajoutées. Ok. En dehors de ça, il y a un autre point pour moi sur les contrats souvent ici. Après, bon, ça dépend des contrats et de l'impact ou des catégories comme on l'a vu dans les manuels. Je pense aussi que c'est vraiment intéressant si on a un département juridique de montrer les contrats là, au département juridique pour se rassurer vraiment. Si c'est un grand contrat, c'est mieux de le faire lire aussi avec le département juridique. Par exemple, si on vient d'arriver dans une mission et on est nouveau, c'est mieux de s'appuyer aussi au département juridique. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Ok, ok. Mais de partager quel type de contrat ou spécifiquement quoi? Oui, j'ai dit, si c'est des grands contrats de Ok, construction, par ok. exemple, des constructions, puisqu'il n'y a pas des petites constructions, pas des petites tâches là, Oui, oui, mais oui, des oui. grands contrats de construction, c'est mieux Oui, de les faire partager. oui, oui, normalement, il a des contrats pour grande construction. Et ce contrat, c'est toujours, et ça dépend de la chiffre, mais normalement, si la praxis, c'est que ça doit être consulté aussi avec quelques personnes de spécialité en la loi du pays, mais sur la capitale. D'accord? Donc, avoir à deuxième lecture et à deuxième validation.
il y a du point, du contrat qui ne sont pas contournables. Et donc, le département légal de Paris va dire non, on ne peut pas modifier cette ligne ou ce point. Mais il y a des autres choses que toujours se peut adapter. Mais il y a toujours communication entre les départements la unité légale du Paris et les avocats à niveau local. Okay? Donc, on essaie de faire ça. Et on a Alain aussi pour une dernière intervention. Ah, ok. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Bon, bien que je n'ai pas tellement bien suivi, parce que là où j'étais, il y a des petits soucis, des bruits, des enfants, tout ça, je suis désolé. Pas mal de problèmes qui arrivent sur le terrain. Bon, ça, c'est que moi, j'attribue d'abord le premier point, comme l'a dit le précédent, c'est par manque aux prestataires de lire ce qu'il y a dans les cahiers des charges et aussi à celui qui prend la tête de faire le suivi. Si jamais il ne maîtrise pas la matière, c'est aussi important beaucoup plus de se référer, comme on a beaucoup plus de référents techniques qui soient plus impliqués. Je vis un cas, on devrait normalement construire une maison, l'annexe à 6 chambres. Donc, on avait prévu que les toits soient en chaume avec plastic sheeting en dessous. Et le prestataire, il a fait ça. Et puis, il a fini son travail. Et ce qui était au moins déplorable, on n'avait pas prévu quand même le temps de la garantie qui soit un peu plus long. Et puis, il a fait ses travaux, c'était pendant la période sèche et il n'y avait pas de pluie. Alors, durant cette période, sa période de garantie est terminée. Alors, quand les pluies ont commencé, on constatait que quand il y a eu la pluie, la chaume faisait passer de l'eau et l'eau entrait jusqu'à l'intérieur. Et ça commençait, vous voyez, avec la chaume, quand il y a l'eau qui entre, qui stagne dans le plastic sheeting, des fois ça va pourrir et ça commençait à créer un peu de soucis. Et au fur et à mesure que l'eau entrait, ça posait des soucis au mur. On était obligé, alors que la période de garantie était finie, de rappeler quelqu'un d'autre, notre prestataire, pour changer les travaux qui étaient prévus pour la chambre, pour passer maintenant au tôle. Donc, moi, je comprends que les problèmes doivent être trop clairs juste quand on veut dresser le cahier des charges avec les prestataires et celui qui est en charge de faire le suivi des travaux là, ça doit être beaucoup plus tenu en compte. Et aussi, la qualité du travail, on doit essayer de voir la marge de la garantie. Parce qu'on peut mettre des garanties par sentiment, il faut savoir que voilà, même si ce n'est pas tellement durable, mais quelque chose qui prend, parce que si je m'imagine ces travaux-là de cette annexe à 6 chambres, c'est parti jusqu'à 10 000 $. Donc, vous voyez que c'était des travaux énormes, mais les suivis n'étaient pas tellement bien faits, alors on a connu des soucis après. Voilà. Ok, merci beaucoup à tous. Tous les exemples sont été super intéressants et super valides. Oui, voilà, on a effectivement, toujours, selon les contextes, on a différentes problématiques. Et vous avez commenté du prestataire qu'il n'a pas de ligne de crédit, il n'est pas de garantie bancaire, la situation bancaire, c'est pas très clair. Voilà, mais de l'autre côté, voilà, si on a trouvé des contextes où cette condition n'existe pas parce qu'il n'a pas de banque, parce qu'ils sont des endroits remotes, ou bien les entrepreneurs les prestataires qu'ils veulent
comme vous avez dit, contourner un peu les règles. Donc, je crois que c'est toujours de renseigner localement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas pour adapter les contrats à ce contexte. Prestateur avec l'expérience, sans l'expérience, prestateur qui ne lit pas les contrats. Mais ce matin, on a discuté aussi du prestateur qui n'a pas la capacité pour lire, ok, parce qu'elle ne parlait très bien dans ce cas-là l'anglais. Donc MSF, il a fait il a fait un summary, il a expliqué les contenus du contrat. Il a dit, voilà, donc ça c'est ça les contenus de ça que tu vas enseigner, mais de toute façon, le contracteur, le prestataire enseignait quelque chose qu'il n'a pas très bien compris. Donc, aussi dans le contexte rural ou remote, aussi de contracteurs qui ne sont pas qualifiés, mais c'est ça tout qu'on peut trouver parce que c'est comme ça dans les contextes. Et voilà, donc il a une variété de exemples et d'expériences qu'il faut discuter au moment avant de signer le contrat pour essayer de voir si c'est le contrat qu'on a sur la main, c'est le plus adapté à ce scénario. Ce matin, c'était très intéressant, une intervention d'une personne qui a dit qu'à un certain moment, l'approvisionnement d'eau, c'était un problème un problème à souci de discussion entre les prestataires et MSF parce que c'était en train de faire toutes les murs d'une très grande structure de MSF, mais je crois, si j'ai bien compris, l'équipe de Watson n'est pas encore arrivée. Et dans les contrats, normalement, on met les bill of quantities, les quantités de matériel, ce n'était pas mis la quantité d'eau. OK? Donc, ça, il a créé beaucoup de problèmes et de tensions entre les prestataires, parce que le prestataire, il a pensé que c'était MSF à fournir, à approvisionner de l'eau, et DMSF, à ce moment-là, il a fait seulement de water trucking. Donc, c'était un problème. Donc, essayer d'imaginer ce scénario, c'était pas facile, mais voilà, donc c'est un autre exemple de problème à niveau légal, seulement pour pas avoir très clair une partie du document dans les contrats. Maintenant, on passe à les modules 5, qui c'est déjà la construction en fait, et je laisse à Miguel la parole. Bonjour tout le monde, merci Baoul. Bon, ici on va voir principalement les suivis, non, dans ces points, les suivis du chantier. On a les phases, vous savez déjà parce que vous l'avez vu dans la présentation précédente, qu'il faut faire une bonne définition des besoins, il faut faire une analyse de faisabilité avant d'exécuter les travaux. Donc, tout ça, c'est le point de planifier. Il faut savoir ce qu'on veut faire et après, on le fait. Une fois qu'on l'a fait, ou c'est mieux de dire quand on est en train de le faire, il faut faire le suivi. Il faut le suivre. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas trop bien ou pas si bien comme on a planifié, on peut l'adapter. Et ça, ce n'est pas toujours notre faute. Il y a des choses qui vont venir
c'est le climat, non? La saison pluvieuse, d'autres choses. Peut-être le climat, je pense qu'on peut anticiper, mais il y a d'autres choses, question de sécurité, non? On ne sait jamais. Mais il y a des choses qui vont arriver et on devra ajuster un peu tous les chronogrammes du projet. Donc, c'est ça les phases qu'on doit suivre. On simplifie toujours, on dit que un peu la procédure, c'est linéaire, mais c'est clair que des fois, il faut faire des cercles, il faut revenir et après, on continue. Dans ce type de projet d'abri, ça sera plus simple parce que normalement, c'est des projets plus petits, mais dans les grands projets de construction, ça va nous amener, ça va nous venir plus souvent. Après, oui, pour faire ce suivi quotidien, il y a des notes qu'on peut prendre, des photos, des checklists. On a plusieurs outils qui vont nous aider à avoir une traçabilité par écrit. Ça, c'est très important. On va le voir après. Mais c'est vrai que il faut tout bien noter pour enregistrer l'avancement des projets et laisser tout bien écrit. Ces points, c'est très important. La sécurité, on a déjà mentionné quelques volets par rapport à ça, mais c'est très important, non? La sécurité, il faut que personne sera endommagé, non, sera blessé dans notre projet, dans les chantiers. Donc ça, c'est très important et il faut faire beaucoup d'attention par rapport à ça. Ouais. Et ça, le dernier point, ça c'est très important aussi. Il faut toujours faire une inspection d'abord avant de payer. Vous avez déjà mentionné aussi la question des garanties, mais bon, la garantie, c'est un argent qu'on va garder, non, en cas où il y a des soucis à l'avenir qu'on n'a pas identifiés au début. Et comme ça, on peut essayer de compenser un peu et d'acheter de nouveaux matériaux s'il faut. Mais aussi, toujours avant de procéder à accepter un travail, il faut le voir, il faut s'assurer que tout marche bien. Si on a par exemple, des lumières ou je sais pas, des robinets, tout ça, il faut aller un par un et nous assurer que ça marche bien. Parce que sinon, après, quand le fournisseur il va partir, on aura un problème. Non? Si on identifie que ça ne marche pas bien, mais on a déjà payé, c'est plus difficile à faire un peu de pression. On n'a pas de mesure de pression, donc c'est toujours mieux si on anticipe ça. Voilà. Après, oui, ici, sécurité et qualité, on a mentionné, ça c'est très important. Il faut avoir toujours des épices et les équipements de protection individuelle avant de commencer, comme les bottes, les casques, les gants, tout ce type de choses. Ça, c'est très important pour nous protéger. On sait déjà qu'il y a certains contextes où on travaille qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, mais même dans ces cas, il faut toujours renforcer ces messages, hein, parce qu'on veut personne blessé. Donc, si on fait des petits travaux et les prestataires, ils ne peuvent pas payer tous ces types d'équipements, ça sera à nous, en tant que MSF, de fournir ces matériaux et s'assurer, c'est pas que fournir, c'est aussi s'assurer que dans les chantiers, les gens, ils vont l'utiliser. Parce que si on donne et ils donnent tout ça dans un coin, ça ne sert à rien. Donc, il faut d'abord voir qu'ils ont tous ces matériaux et après aussi qu'ils vont l'utiliser. Ça, c'est les deux points. Et oui, aussi, il faut contrôler les matériaux à la livraison et sur les chantiers. Ça, c'est clair, on a déjà mentionné la qualité, non, des matériaux. Il faut assurer qu'on aura une bonne qualité et que ça correspond à las spécifications qu'on a données quand on a fait les contrats et quand on a donné les cahiers des charges. Toutes les informations plus détaillées. Ouais. Après, il faut aussi respecter les normes techniques. On voit aussi des fois que c'est plutôt maintenant, non, à la fin de l'année, on veut vite faire, non, bah, pour alloquer des budgets, ça nous arrive aussi très souvent, non, on veut
faire des choses vite fait et on ne respecte pas la procédure. Mais on voit, on constate, ça c'est basé sur l'expérience, que la plupart des fois qu'on veut faire des choses et on ne suit pas la procédure, on veut faire ça pour finir avant, mais après, on voit qu'à long terme, ça va nous ajouter des délais complémentaires et il faudra après réparer des choses qui n'ont pas été bien faites, tous ces types de choses. Donc, c'est mieux si on fait doucement, on réfléchit d'abord, on voit ce qu'on veut faire, on le fait. Et même si apparemment ça sera les schémas les plus longs, c'est pas comme ça. Vous allez voir, vous allez constater que si on suit la procédure, ça c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et bon, les derniers points, c'est ce qu'on vient de dire, non? Les travaux dangereux, ça arrive quand on ne suit pas bien la procédure et à la fin, à long terme, il y a des retards, il y a des coûts supplémentaires et ça peut nous amener aussi des blessures, ce qu'on ne veut pas. Et je voulais vous demander, on profite de cette slide pour vous demander si vous avez vu dans quelques chantiers ces mesures de sécurité qui ont été négligées. Vous avez des expériences par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un veut partager? Non, il n'y a personne. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, sinon on peut continuer. Hein? Je voulais seulement montrer cette document vite, très vite. C'est quelqu'un, personne, ça c'est de OCB, c'est quelqu'un, personne ne le connaît pas. Malheureusement, on l'a seulement en anglais, des CEP sur la safety dans les chantiers de construction. C'est pour tout type de travaux de construction, tout type de catégories, mais aussi vous pouvez trouver des informations très importantes par rapport à les équipements de protection personnelle. OK, que c'est le minimum qu'on demande au cas de la petite construction, petite chantier de construction. OK, donc prévention, mais aussi comme le saignage, voilà. Et donc après, c'est comme une petite liste, comme un checklist, pour donc vous pouvez voir c'est dans quand vous faites le suivi, vous pouvez savoir si cette points sont suivis ou pas. OK? Donc, voilà. Donc, ça, OK. Et maintenant, sur la documentation, ça c'est aussi très important. Quand on fait ce suivi, il faut laisser toute l'expérience par écrit. Ça c'est très important une fois qu'on va au chantier et qu'on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas trop bien. Mais même si ça marche bien, il faut laisser toujours une traçabilité écrite. Ça nous donne l'option après, quand vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter le projet, il y a d'autres qui viennent, il y a toujours des gaps aussi. Donc, si on laisse ces informations d'une manière écrite, ça sera plus facile pour tout le monde de suivre les chantiers. Donc, c'est ça, c'est que si tu fais le clic, Paul, on a voilà, c'est ça, enregistrer les décisions chaque jour. Comme ça, on va voir l'évolution des projets. Et la plupart des fois aussi, on recommande faire les rapports, non? Rapports hebdomadaires, normalement, bi-hebdomadaires, ça dépend aussi de la taille du projet. Si c'est juste faire petit espace, ça ne vaut pas la peine. Mais dans les projets plus grands, il faut faire des suivis quotidiens pour assurer, non, que ça marche de la manière qu'on veut. Prendre des photos, ça c'est très important aussi. Et
pour avoir aussi cette traçabilité. Des fois, quand on a fini, par exemple, on a fini les fondations, on ne se rappelle pas exactement ce qu'on a fait, non? Et c'est déjà, il y a les bétonnages, il y a tout, il y a les sols. On ne sait pas. Si on a pris d'abord des photos avec ces données, on peut voir ce qu'il y a dedans. Oui, ces points aussi, assurer la transparence et la traçabilité, ça c'est clé. Oui, donc avec ces suivis quotidiens qu'on a mentionnés, on va garantir tout ça. Et le dernier point, c'est sur la continuité pour les équipes futures. Comme on a dit, si on ne laisse pas l'écrit, on fait un petit rapport, on laisse ce qu'on a fait chaque semaine, chaque mois. Après, quand quelqu'un va arriver, ils vont voir l'évolution des travaux. Et j'ai une question aussi pour vous. Quels vous pensez que sont les points les plus importants quand on fait un petit rapport des chantiers? À votre avis, qu'est-ce que vous pensez que c'est important de mettre dans ces petits fichiers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'opportunité de faire ça? Oui, Alain? Oui, le rapport journalier, hebdomadaire, d'abord, c'est important parce que ça permet de garder les informations. Ça peut arriver que, je prends un exemple, c'est moi qui faisais le suivi des travaux et du coup, je dois quitter le projet, c'est moi qui avais des informations. Et au lieu qu'on me contacte, on va trouver tous les papiers, puis celui qui peut venir me remplacer, il peut commencer de là où les choses ont commencé, suivre comme ça. On a tous les mêmes informations et voilà, pour permettre qu'on ne puisse pas perdre des informations, quoi. Exactement, ça c'est très important si quelqu'un va te remplacer, il va commencer dès le point que tu as fini. Il ne faut pas avoir perdre de temps, non? Mais spécifiquement, quels sont les points que tu as mis dans ces dossiers? On va le complémenter après avec les autres collègues. Alain, tu veux continuer avec ça ou sinon on donne la parole à Hassan? Oui, bon, Hassan, il peut parler. Donc, comme je dis, garder les informations, c'est l'évolution des travaux de chaque jour. Ils ont commencé par, peut-être, j'ai dit, fondation. La fondation, ça a pris autant des sacs du ciment qu'on a dû utiliser parce que lors de tout, on doit vérifier la réception de tous les matériels, qualité, machin, tout ça. Du coup, tout ce qui doit être utilisé doit être noté pour ne pas perdre des informations. On avait autant de fer, de 12, tout ça, diamètre. On a utilisé aujourd'hui autant. Et c'est aussi, ça fait partie de l'inventaire de tout ce qui a été payé pour les travaux, parce que sans suivi de cela, il y a des cas de perte qui peuvent arriver si jamais on n'a pas tout acté, parce qu'on a les quantités exactes qui ont fait l'objet de la commande. Et maintenant, quand on fait ces suivis journaliers, ça permet qu'on garde les fils d'informations corrects pour ne pas perdre certains matériels. Et voilà. Voilà, exactement, c'est ça. Tu as mentionné les matériaux, aussi les ressources humaines, ça, on peut les mettre pour évaluer aussi la charge de travail. Tu as mentionné les prix, non? Ce qu'on a payé, on peut faire une petite analyse financière, combien on a payé, et même aussi l'évolution des travaux, non? Peut-être avec les chronogrammes, on peut voir avec ce qu'on avait prévu, si plus ou moins on avance bien, ou si on a des délais. Oui, Hassan. Comme je pense qu'il est revenu dans ça, j'ai parlé par rapport surtout aux ressources humaines, les gens qui étaient présents dans la journée et dire aussi l'activité qui a été faite dans la journée et surtout donner en termes de pourcentage l'évolution du chantier. C'est-à-dire hebdomadairement, on peut toujours dire à quel niveau on est pour qu'on puisse vraiment respecter les délais de travail.
Exactement. Et Voilà. comparer ça aussi avec ce qu'on avait prévu initialement. Ça, c'est très utile, hein, voir si on devrait avoir avancé. On a déjà avancé 50%, mais on avait prévu 70. Donc, on a un petit délai. Et à l'inverse aussi, ça n'arrive pas souvent, non? Mais si on va plus vite que ce qu'on avait planifié, ça, c'est bon aussi. Donc, toute cette analyse, c'est très bien. Et c'est toujours basé dans ces documents écrits. Et il y a quelqu'un d'autre, c'est Mamadou. Oui, et bon, déjà, le collègue, il vient d'énoncer les termes, c'est-à-dire pour moi, les rapports journaliers et hebdomadaires, ça consiste à mentionner les tâches qui ont été faites, c'est-à-dire conformément au planning, montrer les étapes où nous en sommes. Après, on fait les rapports d'approvisionnement, c'est-à-dire quelles sont les quantités de matériaux qui ont été consommés. On met encore en place les ressources humaines qui ont été utilisées. Et après, maintenant, on fait ressortir les difficultés et perspectives pour voir si ça peut impacter aussi le chronogramme ou non. Tout ça, là, ça fait partie des choses qu'il faut prendre. Comme les rapports journaliers doivent être concis, donc il ne faut pas prendre trop des informations, mais quand même, moi, je pense que ce que je viens de dire là, c'est l'essentiel qu'il faut prendre chaque jour pour un suivi rigoureux du chantier, quoi. Oui, oui, c'est ça. Tout ça, c'est que vous avez déjà mentionné. Je pense que c'est ça, les éléments clés. On peut ajouter aussi des photos pour voir cette évolution, mais vous avez tout mentionné, oui. OK. Donc, on peut voir la prochaine slide. Oui. Ça, sur la continuité, la remise ou passation, ici, bon, ça c'est important, la maintenance toujours. C'est important parce que, bon, on fait les travaux, non, les projets, mais il faut aussi faire l'entretien au long terme. Ça, c'est important dans tous les bâtiments. Tu peux passer les prochains points, Paul. Oui. Il faut archiver tous les documents. Ça, il faut archiver et il faut aussi que tout le monde connaisse où ils sont archivés parce que des fois, on a les fichiers, mais après, on perd, non? Donc, c'est mieux. Ça, c'est bon si on partage à niveau d'émission et aussi, je dirais, si vous pouvez nous envoyer au semestre Mio au moins en copie en zip, peut-être ça va beaucoup nous aider dans le long terme parce que on a dit que les positions de terrain, ça change beaucoup, mais nous, on reste longtemps. Donc, juste pour centraliser un peu ces informations, ça sera très important de les savoir pour ne pas les perdre parce que on fait des efforts, on fait des travaux et des fois, après, on ne sait pas où ils sont. Les points suivants. Ouais. Ouais, ça, une remise formelle garantit la durabilité du projet, oui, faire une bonne passation, non? Et que tout le monde connaisse ce qu'il faut faire, ce que chacun doit faire. Et après les derniers points, ça c'est sur quand on a fini la construction et on donne déjà les bâtiments, non, au reste de l'équipe, que normalement c'est l'équipe médicale, ça dépend encore de la taille du projet. Ça peut être l'équipe logistique ou l'équipe médicale. Et c'est bon si on accompagne toujours. C'est pas qu'on donne et on part. C'est bon de leur expliquer ce qu'on avait prévu. Bon, ça vient déjà dès le début d'une définition des besoins qui sont exprimés, mais après, quand on fait cette passation, c'est bon aussi toujours d'être quelques jours expliquer quels sont les espaces qu'on avait, pourquoi on a décidé de le faire comme ça, et aussi des fois les accompagner avec la disposition des éléments de lit, non, les postes de soins, tout ce type de choses qu'on a déjà sur les plans, mais que peut-être ils ne savent pas. Donc, si on fait ces premiers pas avec eux, ça va beaucoup aider à avoir un espace bien établi. Bon, je pense que c'est tout, hein. Donc, maintenant, on a presque... Ah oui, il a la question.
Oui, Miguel, tu peux revenir sur la page précédente. Je vais juste, si tu dis former le personnel de maintenance à l'utilisation et entretien. Je prends un exemple. Bon, je viens d'arriver sur le projet. On a déjà la construction de la salle de stérilisation. C'est-à-dire la maintenance, c'est après la construction du bâtiment ou tu parles des éléments qu'on va mettre dans le bâtiment. Et quelle maintenance il s'agit là? On sait à tous les niveaux, non, je dirais. Et oui, Uh-huh. c'est la maintenance. Bon, oui, pour que ça soit pas endommagé, non, au début et après long terme aussi. Quand on a fini le travail, ça c'est, bon, il faut maintenir. Et ça, c'est une chose que normalement on oublie toujours, hein. On n'a pas des ressources. On fait les bâtiments, on finit et après il faut remettre de la peinture, il faut faire je ne sais pas, remplacer des taux, tout ce type de choses qu'on n'a pas, même des budgets normalement, mais tout ça, il faut le tenir en compte. D'accord, ok, je vois. Ok, merci. Après. Ok, donc on a presque fini la saison d'aujourd'hui. Ça nous reste un peu moins de 20 minutes. Mais c'est seulement pour vous demander, c'est dans les... Ah voilà, on a une question d'Abdelrahim Abbas. Vas-y. Je n'ai pas bien saisi. Là, on parle de la maintenance ou bien training ou bien. C'était après l'achèvement ou bien il faut former sur les matériels ou bien c'est quoi? C'est qui va former qui? Je n'ai pas bien saisi. Tu veux aller peut-être, Paul, parce que c'était la présentation qu'il avait fait. Si tu veux aller sur ces points, parce que comme... Quel point? Bon, la maintenance, sur la maintenance et la remise et continuité, c'est qui nous demande, c'est qui fait la maintenance. Ça, bon, à mon avis, ça c'est la maintenance quand on fait le projet, mais surtout à long terme, non? Quand on a fini déjà la construction et il faut faire une maintenance du bâtiment à long terme. Tu vois dans le slide, voilà, ça les premiers points. Ok. Donc la question c'est quoi cette maintenance, non, spécifiquement? Oui, c'est-à-dire que ça doit être élaboré sur le contrat et que le constructeur qui a construit, c'est lui qui va faire la formation, bien, c'est quoi? Oui, non, par rapport à ça, ce que je comprends, c'est long terme et c'est pas dans les contrats, ça sera après, quand on a fini déjà les bâtiments, ça sera à nous, à l'interne, chez MSF. On va voir, des fois, c'est aussi un ressources humaines qui ne sont pas spécialisées dans la construction, c'est l'hôpital ou un autre profil qui va faire cette maintenance à long terme, mais il faut le planifier, il faut alloquer des ressources et de l'argent aussi. Ça, c'est comme je vois. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Paul, par rapport à ça? Non. Pardon, Miguel, moi, je peux ajouter un élément sur ce que tu as dit. À comprendre sur la maintenance, je prends un exemple, un bâtiment qui a été construit et il y a le bac dégraisseur. Donc, MSF a un protocole de maintenance sur les bacs dégraisseurs. Du coup, c'est lui qui est en charge. Il peut déjà former l'équipe qui est chargée de la maintenance, de pouvoir faire comment ça s'est fait, à quelle période, voilà, la fréquence où il faut faire l'évacuation sur les bacs dégraisseurs. Ça, c'est un point. L'autre, je peux prendre aussi des climatiseurs. Nous avons des climatiseurs c'est sur les bâtiments. Alors, selon le protocole MSF, c'est après chaque 3 mois. Donc, on a tous ces protocoles, on forme le maintenancier pour voir à telle période, voilà ce qui doit être fait. C'est pour garder la vie, la durabilité. Donc, c'est juste les 2 points. Les points sont nombreux, mais c'est juste les 2 là pour faire comprendre aux collègues sur ça. Merci. Voilà, non, c'est exactement ça. Il y a
certains éléments spécifiques dans d'autres familles, comme ce que tu viens de mentionner, dans les Watson et dans l'air conditionné, on a des guidelines spécifiques qui vont nous donner la durée. C'est vrai que pour les bâtiments, c'est plus général et plus, ça dépend, non? C'est cas par cas. Mais dans les domaines de air conditionné, non? C'est toujours dans quelques semaines, il faut faire telle mesure. Donc, dans ces cas, c'est mieux, oui, c'est plus clair pour les comprendre, c'est vrai. OK. Donc, on passe pour les cas d'étude. Je ne sais pas si vous avez de questions dans ce sujet. Bon, normalement, l'objectif, c'est de faire une sorte de pas la salle d'attente, mais une zone d'attente pour les OPD et appliquer toutes les phases d'évaluation, conception, construction et remise. Voici LTL du Gorom. La question que je me pose, parce que je n'ai pas tout fini, qu'est-ce que sera la suite? Parce que je sais que j'ai eu un peu de soucis lorsque je suis arrivé à Gorom, mais je n'ai pas pu finaliser. Maintenant, la suite, c'est quoi? Est-ce qu'on doit finaliser après cette session ou qu'est-ce qu'on va faire? Bon, Miguel, tu peux répondre à ça. Oui. En fait, on a encore quelques jours pour finir tous les modules. Donc, en fait, la formation il est composée par les sessions en ligne, en direct, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre dernière session en direct en ligne. Mais après, les modules sur Tembo, avec les études de cas, donc vous avez encore toute cette semaine et la semaine prochaine, si vous avez eu des problèmes au niveau d'Internet ou des autres problèmes de boulot, donc vous pouvez les finir. Donc là, il n'y a pas de souci. Et donc comme ça... Ok, moi j'ai fini tout le module, il me reste juste le cas, l'étude de cas. Ok, donc il n'y a pas de souci. Merci. Tu peux y aller, Merci. finis et c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Après. Donc, ok, encore, Mamadou, vas-y. Et moi, en fait, j'aimerais savoir si les modules seront disponibles même après les 2 semaines, une fois qu'ils ont fini les études des cas et autres. Oui, tout à fait. Ou bien ça sera retiré. Non, non. Donc, il y a des choses ici. Une chose, c'est la finition de la formation. Donc, ça, on vous donne un mois à peu près pour finir la formation parce que les référents techniques, donc, il ne peut pas rester tout le temps en train de répondre des questions sur qui peut sortir à propos de la formation. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne un mois et quelques jours, un mois, une semaine pour finir les modules et tout ça. Donc, une fois que vous avez fini, vous avez votre badge qui certifie que vous avez fini la formation, mais cette formation, il reste toujours disponible pour vous. Donc, vous pouvez accéder à n'importe quel moment. Vous avez tout le temps accès et vous pouvez utiliser tous les matériaux comme matériaux de consultation. Il est toujours ouvert pour vous. D'accord, merci. Sinon, moi, le problème que j'ai, tous les documents qui ont été joints à la formation, moi, je ne parviens pas à les ouvrir. Je ne sais pas si c'est des documents qui sont corrompus ou bien c'est quoi. Ou bien il y a d'autres documents qui ont été mis à notre disposition. Toi, je ne parviens pas à les utiliser. Tous les PDF là, il n'y a même pas un seul que je n'ai pas vu ouvrir. C'est pourquoi je n'ai pas commencé l'étude des cas là. Parce que je ne parviens même pas à ouvrir les documents. Mais ça t'est arrivé juste avec l'étude de cas ou tous les documents qu'il y a sur Tembo? Non, c'est juste à la formation là. Mais Quand tu vois, à par la exemple, formation... l'année passée, j'ai fait LOT, la formation LOT. Donc, Ouais, j'ai parvenu à utiliser les documents, les fichiers ok. Excel, les PDF qui ont été joints. J'ai parvenu à les Ouais, utiliser. Mais cette fois-ci, là, tous les ouais, documents, tous les différents guides qui ont été joints à la formation, à chaque étape, j'ai téléchargé ok, seulement, mais je ne parviens pas à les ouvrir. Je ne sais pas si ce ne sont pas les documents PDF ou bien c'est mon ordinateur qui a le problème. Je ne sais pas si les ok. autres collègues ont pu les ouvrir. Mais sinon, moi, je n'ai pas pu les ouvrir.
Est-ce que les autres, vous avez eu les mêmes problèmes pour les documents? Vous avez eu la possibilité d'accéder ou pas? Le reste des Moi, participants? personnellement, J'ai accédé à document. j'ai accédé à tout et j'ai déjà fini études de cas partout. Là, j'ai déjà fini. J'ai terminé tout. OK. J'ai Donc, créé des formes, j'ai ouvert tout. pas de problème. OK. Donc, dans ton cas, reste si tu veux à la fin, Mamadou, et on va regarder comment faire. Peut-être je peux essayer de les envoyer par mail ou on va trouver un autre moyen de te les faire arriver. OK? D'accord, merci, ça marche, Je t'en prie. ça marche. Donc, en fait, ces dernières minutes, on a laissé cet espace seulement pour savoir si vous avez vu quelques problèmes, pas techniques, mais ou quelques questions sur les cas de l'étude. Donc, je crois que l'objectif, c'est assez clair et toute l'information, c'était dans les sites. Mais je ne sais pas si vous savez, voilà, quelques problèmes. Ici, il a un document que j'ai pris comme exemple. Attendez. Vous avez trouvé cette petite manuel, ce petit document que vous pour guider pas à pas sur les différentes phases de construction. Dans ce cas-là, pour les cas de l'étude, je l'avis de vous l'utiliser si vous pouvez dans votre projet parce qu'il vous donne beaucoup de références. Surtout, sûrement, on parle seulement de la catégorie 1 pour un projet de construction. Mais ça va vous guider sur pendant toute la durée du projet. Donc, il va définir les objectifs, et les assessments de besoins, définir les besoins, ça va être utilisé par qui, fait où, justifier les projets, de prendre quelques notes pour vous, pour expliquer un peu plus de meilleure façon la proposition. Après l'étude de faisabilité, donc c'est fait en manière comme une checklist pour voilà pas pour mettre dedans tous les cas, tous les risques, tous les éléments qui peuvent affecter l'exécution de votre projet, la situation technique, contexte culturel, contexte local, les ressources que vous avez sur l'endroit. Après, la partie de conception, voilà, où est-ce que vous devez faire les petits dessins. Ici, ils sont en train de suivre les recommandations générales sur écrit très clair, mettre les mesures, savoir mettre toutes les indications de qu'est-ce qu'on est en train de faire, et si on a l'échelle ou pas, c'était désigné par qui, la date, les noms, surtout les noms du projet, ça c'est la chose plus importante. Si c'est possible aussi l'orientation, dans ce cas-là c'est le nord. Et voilà, donc tout ça c'est expliqué dans les premières parties du module. Et comment faire il a une petite vidéo pour que vous explique aussi comment est-ce que faire ça, cette solution. Et la décision de quel type de matériel c'est possible de choisir. HR, les petits chronogrammes desquels on avait parlé tout de suite. OK.
Et voilà. Et donc, l'implémentation de travaux, et c'est ça qu'on avait montré d'abord, et les suivis du chantier. OK? C'est recommandé à suivi de chaque jour. Si on parle de petites constructions, et c'était signé par POU et signé par le prestataire si c'est au cas de souci. Et voilà, et à la fin, c'est la termination et la remise du projet. OK? La catégorie, c'est toujours 0 et ça doit rester au début du projet. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à réflexion des groupes. Seulement, on n'a pas le temps pour les réponses, mais je voudrais que vous prenez en considération cette question pour vous-même. Okay? Quelle phase génère le plus de retard dans votre contexte et analyser comment est-ce qu'on peut faire trouver une solution, quelles pratiques pourraient améliorer notre suivi de chantier, quel outil de cette formation allez-vous appliquer en première. Et voilà, et finalement, on finit avec les messages plus importants de tout cette module de construction. Et c'est que les chronogrammes, ça va vous donner beaucoup de discipline et rigueur sur le temps de poursuivre les chantiers. Et les contrats, ça va donner plus clarité sur la responsabilité, c'est soit MSF, soit les prestataires. Faire les suivis de façon quotidienne va vous donner plus de sécurité sur la qualité des travaux. Et la remise, ça va nous donner une sécurité sur la durabilité de notre petite structure, même si c'est temporaire, dans les taux. C'est plus soutenable. Et c'est une question aussi du budgétaire. Donc, il va nous aider pour sauver de l'argent. Et voilà. Chaque projet bien planifié est une promesse tenue envers les personnes que nous servons, envers en fait, les bénéficiaires. Et avec ça, c'est la dernière slide de training et on est arrivé juste 3 minutes avant de la fin. Et il n'a pas de questions ou quelques réflexions finales. On a encore 2 minutes. Sinon, on est disponible dans les prochains jours pour quelques questions. Aussi, encore on peut vous répondre. Oui, bon, chez moi, ce n'est pas une question, oui. En fait. Vas-y, Alan. Ce n'était pas une question, c'est juste vous dire un grand merci. C'était très intéressant, cette session. Ça nous a rafraîchi vraiment la mémoire, de s'améliorer encore plus davantage de ce qu'on faisait sur le terrain. Et aussi de tenir en compte toutes ces astuces parce qu'il y avait des choses des fois qu'on ne faisait pas, qu'on laissait tomber alors que c'était important. Et ça, on vous dit grandement merci pour votre disponibilité. C'était très chouette. Merci, Alan. Merci à vous. Vous rappelez que cette session il est enregistrée, donc la vidéo il va être disponible sur Tembo, sur la formation Abri.
de Tembo, là où vous pouvez trouver aussi les autres sessions. Donc, au cas où il y a eu des parties de la session que vous voulez y aller à nouveau pour réfléchir des concepts ou des choses qui sont mentionnées pendant la session d'aujourd'hui, vous pouvez aller à n'importe quel moment. Et bon, Paul et Miguel, bon, l'équipe Shelter, il est disponible les prochains jours au cas où il reste encore des questions, comme Paul vient de dire. Vous pouvez les poser sur le forum et il peut répondre. Donc, dans les prochains jours, donc, ils sont là. Et sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, finissez les modules qui vous restent dans les prochains jours et comme ça, vous allez recevoir les badges. Sinon, vous me dites. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Et par rapport à les personnes qui vous avez eu des problèmes au niveau des documents, comme Mamadou, si vous pouvez rester à la fin de la session, on peut regarder ensemble et voir comment faire pour vous faire arriver les documents et l'information par mail ou à notre moyen. Donc, je ne sais pas si Paul, Miguel, vous avez des autres choses à rajouter dans la session d'aujourd'hui. Non, non spécialement. Donc, seulement merci pour la disponibilité, pour toutes les questions. C'est bon aussi de mon côté. Merci. Bon, donc je vous remercie aussi à vous deux pour votre patience et bon travail. Et pour le reste des participants, merci beaucoup pour votre participation. C'était super d'avoir un public tellement participatif. Ça fait des sessions beaucoup plus intéressantes pour tous. Et après, donc par rapport à la LTT en général, donc juste vous rappeler que donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous que vous êtes inscrit sur la LTT énergie qui démarre à la fin de cette semaine. Donc, la semaine prochaine, on a la session de bienvenue. Donc, si vous êtes inscrit sur cette formation, on va se voir la semaine prochaine. Sinon, vous rappelez qu'il y a toujours la possibilité de s'inscrire sur le LTT à Biomet qui démarre le mois de décembre. Aussi vous dire que si vous êtes intéressé à recevoir des informations sur le LTT, vous pouvez me dire aussi. Et je vous envoie aussi, donc, dès qu'il y a information LTT sur une autre famille technique, je peux vous envoyer les informations pour y participer. Vous me dites, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter et je vous envoie les infos sur votre mail personnel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'arrête l'enregistrement de la session. Je reste là avec Mamadou et on regarde ensemble au niveau de son problème. Et le reste, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Allez. merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, bye. Merci beaucoup.